lancé par un brillant expert, quelqu'un qui a, je pense, plusieurs diplômes. J'avais listé un peu tout son parcours. Il a fait HEC, il a fait l'Université catholique de Liège, il a fait Oxford Université, il a fait la Sorbonne, donc je pense qu'il a fait la totale. Il lui restait de rendre visite au Maroc, il l'a fait. Je pense qu'il a enseigné pendant 2 ans au Maroc. Il a accompagné des entreprises un peu partout dans le monde et essentiellement dans des secteurs tels que la finance, les services, le transport. Il donne beaucoup d'accompagnement stratégique au CIO. Il est en plus, il porte, je pense, son prénom, il est jeune, il a un nœud de papillon magnifique et il est vice-président et exécutif associé au niveau des programmes du Gartner. Sous vos applaudissements, Jean-Marc Lejeune, s'il vous plaît. Bonjour à toutes et à tous et merci de m'accueillir parmi vous. Je vais vous présenter aujourd'hui donc ce que nous appelons les tendances technologiques stratégiques. Alors vous savez, au Gartner, donc notre cœur de métier, c'est d'avoir 3000 chercheurs, dont plus de la moitié qui sont sur le numérique, le digital, et le reste étant sur les autres fonctions d'entreprise, les ressources humaines, les finances, etc. Et ces chercheurs ont pour but de publier de la recherche pour vous aider à prendre les bonnes décisions tous les jours, que ce soit dans les gouvernements, dans les entreprises, dans le secteur public ou privé. Ils se réunissent une fois par an pour se dire finalement, mais quelles sont les technologies qui sont stratégiques pour cette année? Et c'est ce que je vais vous présenter. Alors comment font-ils pour faire cela? Eh bien, on part d'enquêtes que l'on fait auprès des différents dirigeants d'entreprise. Et que nous disent ces dirigeants d'entreprise sur leurs priorités? Ils disent avant tout, on veut de la croissance. C'est un peu normal, puisque ce sont des dirigeants d'entreprise, et pour le secteur public, mais ils veulent toujours offrir plus de services, et c'est très bien. Et même si ces temps sont un peu troublés, on espère quand même pouvoir croître après des années un peu difficiles de Covid. Autre tendance de ces dirigeants qu'ils nous disent, c'est la digitalisation. Ils ont constaté que le digital les a énormément aidés pendant la pandémie, et donc ils veulent maintenant pouvoir digitaliser plus leur entreprise. Et d'ailleurs, une autre enquête montre que parmi tous les dirigeants d'entreprise et les conseils d'administration, 89% citent aujourd'hui le digital comme étant une partie intrinsèque de leur stratégie. Et donc, ça vous donne à vous tous un nouveau rôle. Ça vous donne le rôle d'être justement le coach digital de vos dirigeants des entreprises et des entreprises publiques dans lesquelles vous êtes. Et ça, c'est un rôle formidable que vous avez pour l'avenir parce que c'est vous le sachant digital dans vos entreprises. Et donc, troisième demande de la part des directions générales, c'est bien sûr de l'efficience. C'est normal, on essaye toujours d'offrir plus de services pour le même coût ou d'offrir le même service pour un coût un peu plus faible. Ça fait partie naturellement, je dirais, de la feuille de mission d'un dirigeant. Que peuvent faire les CIO en face de ça? Eh bien, ils vont répondre pour la croissance en essayant d'apporter des leviers de croissance, pour ce qui est la digitalisation en apportant des technologies qui vont permettre d'avancer plus vite, de créer plus vite des services digitaux et des produits digitaux. Et pour l'efficience, eh bien, c'est essentiellement au niveau des fondations qu'il faut vraiment bâtir des fondations qui soient solides, qui soient extensibles et qui ne posent aucun problème pour pouvoir dessus développer et fournir des services digitaux. Et donc, c'est ça qui nous a servi de base pour finalement développer cette présentation. Et on a donc 3 catégories d'investissement, 3 catégories de tendances technologiques pour accélérer la croissance, pour modéliser le changement et pour créer de la confiance dans les infrastructures. Et donc derrière tout ça, vous voyez, derrière chacune de ces tendances, on a mis 4 tendances technologiques et nous allons les parcourir les unes après les autres en commençant par le bas. Et donc le bas, c'est la confiance dans l'engineering et plus précisément la première technologie, c'est tout ce qui concerne donc le tissu de données, c'est tout ce qui concerne la donnée. Et c'est bien finalement de commencer aujourd'hui par la donnée. Il y a 20 ans, on ne parlait que des data centers. Et quand on avait la chance d'avoir un visiteur de marque dans son entreprise, on lui montrait
le data center. Aujourd'hui, heureusement, on a oublié tout ça. On a mieux à faire. Après l'époque du data center, on est passé à tout ce qui concernait, je dirais, les processus et les applications. Ça a été vraiment, pendant une vingtaine d'années, le leitmotiv. Et aujourd'hui, on constate finalement que tout ça ne fonctionne pas si je n'ai pas les bonnes données, si je n'ai pas des données de qualité. Et donc, on constate enfin que l'élément clé de tout ça, c'est la donnée. Et la tendance de ces tissus de données, de cette data fabric, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité que l'on va avoir à connecter toutes les données entre elles. Les données, elles viennent de partout. Elles viennent de vos systèmes d'information, elles viennent également de données déjà travaillées parce que vous avez fait de l'analytique, parce que vous avez fait une série d'analyses sur des données de base, elles viennent de sources extérieures. Vous avez énormément de sources de données. Et je vous rappelle que le volume de données dans le monde double tous les 2 ans. Donc si on lit ça d'une autre manière, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on a construit, on a créé autant de données en 2021 et en 2022 que toutes les données qui ont été créées depuis que la Terre existe, jusqu'en 2021. C'est ça un doublement tous les 2 ans. Dans ces 2 dernières années, on en a créé autant que tout ce qui avait été créé avant. Donc c'est énorme et il faut pouvoir suivre, il faut pouvoir gérer tout ça. Et c'est des problèmes qu'ont certaines entreprises, notamment ici c'est le cas de Land Rover et Jaguar, qui avaient différentes usines. Et ces différentes usines n'étaient pas interconnectées. Pourquoi? Parce que dans certaines entreprises, on dit simplement aux dirigeants des usines ou des unités: tu fais ce que tu veux, tant que tu me rapportes du bénéfice à la fin de l'année, et donc chacun travaille de son côté. Et ces usines n'étaient pas interconnectées. Et puis ils se sont rendus compte à un moment donné qu'ils avaient les mêmes fournisseurs. Et comment ils s'en sont rendus compte? Parce qu'un fournisseur a fait défaut. Et donc, ils n'avaient pas été capables, par manque d'interconnexion de ces données, de minimiser le risque que représentaient les fournisseurs. Et aujourd'hui, ils ont interconnecté tout ça, et ce qui leur permet de minimiser ces risques et d'être plus sûrs pour l'avenir. Alors, vous verrez, ici, nous avons des prévisions stratégiques. Et donc, les prévisions stratégiques, c'est que d'ici à 2024, par exemple, donc ces tissus de données vont quadrupler l'efficience dans l'utilisation des données et vont diviser l'effort de gestion de ces données. Parce que c'est bien ça, si les données doublent tous les 2 ans, l'effort de gestion, il augmente lui aussi. Et si je ne mets pas en place tout ce tissu de données pour le gérer, pour automatiser, pour analyser tout ça, je vais avoir des problèmes. Au passage, simplement, je vous signale que nos prévisions sont fausses à 80%. Elles ne sont pas fausses dans le contenu, elles sont fausses sur l'année. On est trop optimiste, toujours. Et donc, quand je vous dis c'est en 2024, ce sera probablement en 2025 ou 2026. Il y a juste un domaine où on s'est trompé dans l'autre sens, c'est le cloud. Le cloud est arrivé bien plus vite que nos analystes l'avaient prévu. Mais ceci, donc, c'est une manière, je ne vais pas les lire toutes, j'ai juste lu cette première, les autres vous les verrez, mais c'est une façon finalement d'illustrer, de rendre un peu plus concret ce qu'une technologie peut apporter. Et ce data fabric, ce qu'il va apporter aussi, c'est un niveau méta. Et vous verrez qu'il y a, dans ces tendances technologiques que je vais présenter aujourd'hui, il y a plusieurs niveaux méta, comme ça, plusieurs technologies qui sont à ce niveau-là. Autrement dit, le niveau méta pour les données, qu'est-ce que c'est? Ce sont les données sur les données. C'est de savoir que telle donnée a été utilisée à tel moment par telle personne, et puis elle est allée ailleurs, etc. Donc c'est comment vivent les données dans l'entreprise. Et ça, c'est également une source de données très intéressante. Et ça va permettre, par exemple, de résoudre un des problèmes traditionnels pour les gens qui sont des spécialistes de la donnée, c'est est-ce qu'il faut faire du data collection ou est-ce qu'il faut faire du data connection? Le data collection, c'est je collecte toutes mes données dans un grand data lake, par exemple, et puis j'espère pouvoir y trouver quelque chose. Et le data connection, c'est au moment où j'ai besoin d'une information, je vais me connecter sur les différentes sources pour récolter
cette information. Et il y a eu une guerre entre spécialistes, entre différents fournisseurs, les uns vendant du data collection, les autres du data connection. Vous aurez besoin des deux. Et le tissu de données va pouvoir vous aider à savoir lequel utiliser à quel moment. Si vous avez des données qui sont rafraîchies à très haute fréquence, ça ne sert à rien d'aller les collecter tout le temps dans un data lake. Parce que le temps de la collecter, probablement que la donnée est déjà obsolète. Donc dans ce cas-là, il vaut mieux faire de la data connection. Et ça, ce tissu de données va vous aider dans tous ces choix, va vous aider aussi à optimiser les coûts de ce que vous faites, de tous ces traitements en matière de données. On a des données, c'est bien, on les maîtrise, c'est bien, à condition de les sécuriser. Et là, on est devant un changement de paradigme. Jusqu'à présent, on a conçu la sécurité de manière périmétrique. Regardez ces magnifiques murailles ici à Marrakech. Dans le monde physique, dans le monde réel aussi, on a conçu la sécurité comme ça, en bâtissant des barrières tout autour et en étant tranquille à l'intérieur. Sauf que, aujourd'hui, tout explose. La ville aussi, d'ailleurs, elle est bien sortie au-delà des murailles, et donc les murailles ne protègent plus l'ensemble des habitants. Vos données, c'est la même chose, elles se retrouvent partout, parce qu'on travaille en mode hybride, parce qu'on travaille dans des écosystèmes, et donc il faut changer complètement la manière de sécuriser nos données. Et il faut passer à ce qu'on appelle un maillage de cybersécurité. Qu'est-ce que c'est un maillage de cybersécurité? C'est un ensemble dans lequel on va retrouver, bien sûr, des outils de sécurité, mais aussi on va avoir des polices ou des politiques de sécurité. Par exemple, si on constate que moi, Jean-Marc, j'accède à une donnée depuis Marrakech, alors que d'habitude j'accède à cette donnée depuis la Belgique, est-ce normal? Et donc, le système doit pouvoir à tout moment contrôler tout ça et contrôler le contexte dans lequel des actions sont faites, et placer donc la sécurité au niveau de la donnée elle-même. Et ce n'est pas parce que j'ai accès à une donnée, à un moment donné, dans un contexte donné, que je peux y avoir accès à tout moment dans n'importe quel contexte. Et donc là-dessus aussi, on va voir également de l'analytique pour nous aider dans tout cela. J'ai des données, elles sont sécurisées, encore faut-il sécuriser les traitements. Pourquoi? Parce qu'on est de plus en plus, et ça a encore été rappelé par vos ministres, on est dans des écosystèmes, on ne travaille plus tout seul. Et donc, pour travailler dans un écosystème, on doit faire des échanges de données. Comment sécuriser tout ça? Comment sécuriser tous ces traitements? Et là, on a différentes manières de le faire. On peut sécuriser les données, encore plus fort que chez soi. On peut sécuriser les logiciels ou on peut sécuriser le matériel. Alors, je vais parler un peu de chaque. Sécuriser les données, on peut, par exemple, prendre... Vous voyez, il y a plein de technologies. Donc, en plus, derrière chacune de ces tendances technologiques dont je vous parle, donc il y a souvent plusieurs technologies. Prenons une technologie de sécurisation des données, l'encryption homomorphe, donc, ou HE en abrégé. Qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'être capable de chiffrer des données, de les envoyer à quelqu'un d'autre. Cette autre personne ne doit pas les déchiffrer pour pouvoir appliquer son traitement. Et après, il peut les renvoyer. J'ai vu ainsi une société pharmaceutique qui est très développée dans le domaine de l'oncologie et qui a des dosages, parce qu'on va de plus en plus aujourd'hui vers des soins individualisés et des traitements individualisés, surtout pour des maladies comme le cancer. Et donc cette société, eh bien, elle a une propriété intellectuelle, elle a un traitement très particulier avec un dosage pour chaque patient, mais elle n'a pas envie de donner toute cette propriété aux hôpitaux. Les hôpitaux, eux, n'ont pas envie de mettre en danger les données de leurs patients. Que font-ils? Ils chiffrent ces données, ils les envoient à la société qui, elle, n'a pas besoin de les déchiffrer, donc ne connaît absolument rien du patient, mais en revanche, elle peut appliquer son traitement qui donnera exactement le même résultat que si les données n'avaient pas été chiffrées. Et puis elle peut renvoyer le résultat de l'autre côté. Ça, c'est l'encryption homomorphe. Un exemple au niveau des softwares, vous voyez par exemple qu'il y a le FedML. FedML, qu'est-ce que c'est? C'est l'apprentissage machine, c'est Federated Machine Learning, donc c'est l'apprentissage machine fédéré. Là aussi, un exemple encore tout récent, l'Institut Curie à Paris, qui fait lui aussi de la recherche sur le cancer,
Eh bien, cet institut veut travailler à des modèles d'intelligence artificielle. Et pour ça, ils ont besoin de données de patients. Alors, ils ont bien sûr leurs propres patients, mais s'ils avaient plus de patients, ce serait mieux. Vous le savez, en intelligence artificielle, plus j'ai de données, meilleur sera mon modèle. Et donc, ils ont travaillé avec 9 hôpitaux universitaires. Les hôpitaux universitaires, eux, ne voulaient surtout pas envoyer leurs données patients, même à un autre hôpital, parce qu'ils estimaient qu'il y avait trop de risques. Et donc, comment fonctionne cet apprentissage machine fédéré? Eh bien, ils font tourner leur modèle dans chacun des hôpitaux. Alors, bien sûr, le résultat a beaucoup moins de précision, mais le système est tel qu'après, je reprends les 10 résultats qui ont été créés et je peux réassembler tout ça dans un nouveau modèle qui est aussi riche que si j'avais eu toutes les données à ma disposition dès le début. Donc voilà une autre manière de sécuriser les traitements. Et puis au niveau du hardware, là aussi, on voit de plus en plus au niveau notamment du cloud, des outils comme Microsoft Enclave ou autres qui vous permettent de sécuriser le fait que vous êtes bien seul sur une machine à un moment donné et que personne d'autre n'a accès à la mémoire centrale de cette machine au même moment. Donc il y a là aussi des choses qui existent en la matière. Donc j'ai sécurisé mes données, j'ai sécurisé mes traitements, est-ce que c'est suffisant? Eh bien non. Pourquoi? Parce qu'il me faut aussi des applications qui soient cloud native, qui soient capables de vivre dans le cloud. Pourquoi? Parce qu'on a fait énormément ce qu'on appelle du lift and shift. Le lift and shift, c'est je prends une application, plus ou moins je la mets dans un genre de conteneur, je la déplace chez un fournisseur de cloud, chez un hyperscaler, et là-bas, elles doivent en principe fonctionner. En principe. Ça fonctionne, sauf que l'application n'a pas été conçue pour fonctionner dans un environnement qui, lui, évolue tout le temps. Les data centers dans les entreprises, on ne les faisait quasiment jamais évoluer, c'était très rare. Un environnement de cloud, ça évolue sans arrêt. Et l'application, même si elle peut théoriquement fonctionner dans le cloud, eh bien, il va falloir faire beaucoup de maintenance dessus si je veux suivre l'évolution du cloud et du fournisseur de ce cloud. Et donc, il me faut absolument des applications qui soient LiveSpare. LiveSpare, qu'est-ce que c'est? C'est l'acronyme des caractéristiques dont j'aurai besoin pour mes applications. Le L, c'est une application qui est consciente de la latence. Parce que quand je travaille avec un fournisseur de cloud, il y a du réseau entre les deux, donc il peut y avoir du délai. Et donc il faut que l'application soit capable de se dire, OK, elle doit savoir comment réagir si elle n'a pas une réponse dans les délais impartis. Il faut qu'elle soit instrumentalisée pour pouvoir se suivre, pour pouvoir évoluer et savoir comment elle est, dans quel état elle est finalement. Et être consciente aussi, c'est le F, qu'elle est en panne. Et pouvoir se restaurer à ce moment-là. Elle doit être capable aussi de, bien sûr, supporter des événements extérieurs non sollicités, d'être sécurisée, de fonctionner en parallèle, d'être complètement automatisée. Une fois que c'est développé, ça doit être déployé, ça doit fonctionner, on ne doit plus s'en occuper. On a des tâches à beaucoup plus forte valeur ajoutée à faire que de s'occuper de tout ça. Et elle doit être aussi consciente de la consommation des ressources. Parce qu'un des problèmes dans l'utilisation du cloud, c'est le coût potentiel. C'est tellement simple de faire du cloud, il suffit à la limite d'une carte de crédit et d'un accès au web, et vous lancez des services, des serveurs, tout ce que vous voulez. Et puis si vous oubliez de les arrêter, vous continuez à payer. Donc il faut être conscient aussi, que l'application soit consciente de ce qu'elle consomme de ressources pour pouvoir limiter son coût de fonctionnement. Puisqu'on parle du cloud, 2-3 petits mots sur l'évolution que nous voyons pour cet environnement. Je ne vais pas tout lire, mais retenez que le cloud va passer d'un phénomène d'innovation technologique à de l'innovation business. Aujourd'hui, il n'y a pas une start-up qui commence en dehors du cloud. Si vous créez votre start-up, vous n'allez pas dire « Ok, première chose que je fais, c'est créer mon data center ». Mais non, absolument pas. Vous avez beaucoup mieux à faire. Vous allez créer d'abord votre application, vous allez utiliser un maximum de services de cloud. Donc, si je suis dans une entreprise et que je veux de l'innovation business, eh bien, c'est dans le cloud, pour la plupart du temps, que ça va se passer. Et de plus en plus, on va utiliser de l'innovation qui vient du cloud. Donc, on doit être prêt à tout ça, à intégrer tout ça dans ses propres systèmes d'information. Autre évolution aussi, on va passer, vous voyez, du private cloud au distributed cloud. Alors, le cloud privé,
Qu'est-ce que c'est? 80%, selon nos analystes, 80% des clouds privés ne sont pas des clouds privés. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les CIO qui ont mis un panneau cloud privé au-dessus de la porte de leur data center. Comme ça, ils se sont dit, j'ai la paix, maintenant je peux dire à tout le monde que je fais le cloud, donc il n'y a pas de problème. Mais non, c'est pas ça. Le distributed cloud, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité d'avoir chez soi, dans sa cave ou n'importe où, des serveurs qui viennent d'un hyperscaler et qui sont gérés par cet hyperscaler. Il y a des offres chez les trois grands, chez Amazon, Microsoft et Google, ils ont tous leur offre en la matière. Et ça permet par exemple de résoudre des questions de localisation des données. Je suis sûr d'où elles sont, puisque c'est chez moi. Évidemment, aujourd'hui, les offres ont moins de services offerts que si je vais directement dans leur gros data center, mais ça peut être une solution intéressante à regarder aussi quand j'ai des contraintes de sécurité, de localisation des données qui sont très fortes. Donc voilà un peu pour l'évolution du cloud. Et on a terminé le premier groupe, on va passer maintenant au deuxième groupe qui concerne donc la modélisation du changement. Première technologie dans cette modélisation du changement, ce sont les applications composables. Nous sommes dans un monde qui évolue de plus en plus vite. Et ça veut dire qu'on a besoin de beaucoup plus de souplesse, de beaucoup plus d'agilité. Et ce n'est pas les grosses applications qu'on a développées il y a 20 ans qui vont nous fournir cette souplesse et cette agilité. Donc il faut qu'on soit capable d'évoluer beaucoup plus vite. Et on le voit même dans la structure des organisations. Vous avez des organisations type qu'on appelle Amib ou Méduse, ça dépend, il y a différents noms pour ça. Ce sont des organisations extrêmement décentralisées qui sont capables, même au niveau business, donc de se réassembler pour créer à un moment donné un produit nouveau, une capacité métier nouvelle par rapport à celle qui était déjà fournie par l'entreprise. Et donc, on doit suivre tout ça au niveau des systèmes d'information. Il nous faut des systèmes d'information qui soient beaucoup plus modulaires, qui soient basés finalement sur ce qu'on appelle des PBC. Les PBC, ce sont les Package Business Capabilities. Donc, je dois avoir des capacités métiers chaque fois dans un module à part. Alors, vous allez me dire, mais de la modularité, on fait des microservices depuis les années 2010. Oui, sauf que le microservice, c'est beaucoup trop micro. Le microservice, les métiers, ils ne connaissent pas ça, ils ne comprennent pas ça. C'est beaucoup trop détaillé pour eux. Si vous leur parlez de capacité métier, ça, ils comprennent, c'est ce qu'ils vivent tous les jours. Et donc, il faut que la granularité de nos systèmes d'information soit basée sur ces capacités métiers, qui vont bien sûr avoir à l'intérieur quelques services et quelques données, et que je vais pouvoir assembler. Et cet assemblage, d'ailleurs, une bonne partie pourra être faite par les métiers eux-mêmes. Donc on va avoir une plateforme de composition d'applications où je vais faire cet assemblage, avec des PBC qui viendront des fournisseurs, avec des PBC éventuellement que j'aurais fait moi-même, mais ce que je vais surtout faire dans le futur, c'est prendre des PBC qui existent déjà, les réutiliser et puis faire les petits rectangles qui sont là-bas, qui sont les interfaces utilisateurs. Et donc je vais, sur base de ces PBC, créer simplement de nouveaux écrans pour permettre à différentes catégories d'utilisateurs, y compris éventuellement des machines, d'avoir un accès idéal aux différentes activités. Et donc je peux avoir un PBC, je pense que si j'ai un PBC d'analyse d'image, eh bien ce PBC, après, c'est un composant que je peux ajouter à différentes sources et avec différents traitements pour différents sujets. Et donc c'est ça l'idée, c'est une réutilisation finalement maximale. Et ces plateformes de composition, en fait, et on constate sur le marché qu'il y a aujourd'hui un rassemblement, si on peut dire, enfin une évolution vers quelque chose de commun entre 4 types de plateformes qui existent déjà. Et ces 4 types de plateformes, ce sont les plateformes d'intégration, ce sont les plateformes de gestion des API, bien sûr, puisque mes PBC ils se connectent entre eux par des API. Ce sont les plateformes aussi dites de multi-expérience, puisque je vais développer différentes expériences. Et ce sont les plateformes low-code, no-code, donc, qui permettront aux métiers directement, ou dans des équipes fusion, ce qu'on appelle les équipes fusion, c'est des équipes dans lesquelles il y a moitié gens des métiers, moitié personnes de l'IT, qui vont permettre à ces équipes de directement faire ces compositions, de directement mettre en place de nouvelles capacités finalement pour l'entreprise. Technologie suivante, c'est l'intelligence de décision.
Alors l'intelligence de décision, là aussi, on est à un niveau méta. Qu'est-ce que c'est? Ce sont tout un ensemble de technologies qui regardent comment on prend les décisions dans une entreprise, dans une organisation publique. Et donc qui vont essayer d'en tirer des conséquences. Et sur base de ces conséquences, elles vont vous aider à améliorer vos décisions, elles vont vous aider éventuellement même à aller jusqu'à l'automatisation de certaines décisions simples. Bien sûr, ça va reposer sur notre tissu de données dont on a parlé, et ça va faire appel aux applications composables là aussi. Donc encore un niveau méta, et là-dedans, on voit maintenant ainsi des entreprises, j'ai vu le cas d'une centrale nucléaire, où justement, quand on fait la maintenance d'une centrale nucléaire, c'est à peu près plus de 3000 intervenants différents. Ça peut durer plusieurs mois, mais chaque jour gagné, c'est 1 million d'euros de chiffre d'affaires supplémentaire pour le propriétaire de la centrale nucléaire. Eh bien, automatiser une telle tâche, c'est extrêmement compliqué. Améliorer une activité de cette complexité-là, c'est extrêmement compliqué. Eh bien, avec ces outils d'intelligence de décision, on améliore fortement le planning de maintenance de ces grandes centrales. Et donc voilà le type d'utilisation qu'on va pouvoir faire dans le futur, que ce soit pour des décisions d'investissement, mais aussi pour des décisions tout à fait opérationnelles dans nos usines. On a parlé d'automatisation de tâches déjà dans les exposés précédents. On va encore aller plus loin dans l'automatisation. Dans l'automatisation, en fait, on voit qu'on commence par de l'automatisation juste de tâches simples, souvent c'est au niveau individuel, on passe après au niveau de l'automatisation de processus, c'est à l'intérieur d'un département, et puis d'orchestration, c'est souvent à l'intérieur d'une entreprise, de toute une entreprise, au travers de toute entreprise, et puis souvent on passe encore à un niveau supérieur qui est au niveau de l'écosystème. Et là on peut carrément changer de business model. Et petit à petit, on a des technologies qui vont vous permettre de monter sur cette échelle. Et donc, monter sur cette échelle, ça veut dire simplement, finalement, au début, essayer surtout de faire meilleur marché, après de faire plus vite, et puis après de faire mieux. Et donc, les technologies, elles vont travailler sur la qualité. J'ai des technologies telles que des outils de gestion de qualité de données, des outils de RPA aussi, ou des outils d'intégration de plateformes. Parce que si j'intègre mes plateformes, j'ai une meilleure qualité, puisque mes données ne doivent pas être réencodées, et elles sont automatiquement de qualité. Je peux travailler sur la vitesse avec encore d'autres technologies, comme les process mining. Process mining, très intéressant aussi, parce que là aussi, on est à un niveau méta. Donc le process mining, qu'est-ce que c'est? C'est se dire que vous avez une richesse extraordinaire dans tous vos systèmes d'information, ce sont les fichiers log. Pourquoi? Parce que dans les fichiers log, on sait exactement tout ce qui a été fait chez vous. On peut dire que Jean-Marc, à telle heure, à partir de tel écran, a fait telle action sur telle commande d'un client, par exemple, et puis qu'après, ça a été transmis à Hicham. Et en connectant et en analysant vos fichiers log, vous pouvez savoir exactement ce qui se passe dans l'entreprise, ce qui est fait dans l'entreprise. Quand vous utilisez d'ailleurs ces outils de process mining, souvent une des premières constatations, c'est que vous allez voir que vous n'utilisez que 46% de vos systèmes d'information. Tout le reste, autrement dit plus de la moitié de vos systèmes d'information, c'est ce que vous avez trop spécifié, parce que généralement, on a fait des cahiers de charges qui sont beaucoup trop gonflés, et ça depuis des années et des décennies. Et le problème, c'est que maintenant, vous avez des applications qui, pour la moitié, ne servent à rien, mais qu'il faut maintenir, qu'il faut charger tous les jours, qu'il faut faire tourner et qui consomment des ressources. Et donc là aussi, ces outils vont vous permettre d'optimiser tout ça, de voir ce qui est réellement utilisé dans vos outils, de vous faire des graphes de processus, de voir où ça coince, de voir où le problème se situe, pourquoi, où on tourne en rond, où on met du temps pour passer d'une tâche à l'autre. Et donc ça, ce sont des outils de type process mining. On a parlé des plateformes low-code qui arrivent, et bien sûr aussi les plateformes IoT vont vous permettre de mieux connaître le monde du vivant, de mieux le sentir finalement et de savoir ce qui se passe. L'intelligence artificielle, dernière technologie dans ce groupe. Quel est le problème de l'intelligence artificielle? Alors c'est bien l'intelligence artificielle, mais le problème, quel est-il? C'est qu'aujourd'hui, eh bien en fait, ça n'avance pas.
C'est extrêmement lent, l'intelligence artificielle. On n'arrive pas à délivrer les choses vite. Pourquoi? Parce que, j'ai déjà dit tout à l'heure, mais l'intelligence artificielle se nourrit de données. Or, les données, de nouvelles sources de données étant disponibles quotidiennement, de nouvelles données existant, idéalement, votre modèle, vous devez le recalculer le plus souvent possible. Puisque vous avez plus de données à votre disposition, plus de richesses, vous pouvez améliorer votre modèle, il faut recommencer. Et ça, aujourd'hui, ce n'est absolument pas automatisé. Donc on a besoin de ce qu'on appelle le data ops. On a besoin du data ops pour pouvoir ingérer de manière beaucoup plus simple de nouvelles sources de données. On aura besoin aussi de modèle ops. Donc là, c'est pour pouvoir recréer facilement ces modèles aussi de manière beaucoup plus automatisée. Le DevOps, on l'a déjà. Une fois qu'on aura les deux autres, eh bien, on pourra déployer de nouveaux modèles beaucoup plus rapidement. Et on a besoin de ça. On a besoin de finalement d'industrialiser la création de l'intelligence artificielle. Parce qu'on n'est pas du tout là aujourd'hui. Et si on veut aller plus vite, si on veut pouvoir couvrir plus de sujets, on a besoin de cette industrialisation. Dernière catégorie, donc tout ce qui est accélération de la croissance, avec là aussi 4 tendances. Première tendance, l'entreprise distribuée. Bien sûr, avec le Covid, on a vécu le mode hybride, mais il n'y a pas que du côté de votre entreprise, de votre organisation. En face, les clients aussi sont en mode hybride. Donc ça veut dire que vous avez de l'hybride face à de l'hybride. Et ça change fortement la donne, ça doit changer les services que vous offrez, la manière dont vous offrez vos services, pour pouvoir s'adapter finalement à cette nouvelle situation. Et donc, je ne vais pas parler de toutes les situations, mais je vais de tous ces cas. Je vais parler du dernier, puisqu'il a justement été cité par vos deux ministres qui m'ont précédé. L'apprentissage. On constate aujourd'hui que l'apprentissage dans les universités, ça devient beaucoup ça se fait sous forme de MOOC, donc les Massive Open Online Courses, qui sont des cours plus courts, qui sont en ligne, disponibles aussi pour tout le monde. Ce qui change la vie d'ailleurs des professeurs. J'ai discuté récemment avec un professeur en stratégie qui me disait « Depuis que j'ai fait mon MOOC, ça change la vie. » Parce qu'avant, les élèves venaient en ne sachant rien, et donc je déroulais mon cours et puis c'était bon. Tandis que maintenant, ils ont vu le MOOC avant. Donc ils viennent en étant sachants. Et ils posent des questions d'un niveau nettement supérieur. Et donc ça repousse aussi les limites du professeur, quelque part. Et donc c'est quelque chose qui est assez challenging pour les professeurs aussi. Mais tous ces cours qui sont disponibles sous forme de MOOC, vous pouvez les utiliser aussi en interne. Si vous voulez former des gens, par exemple, au design thinking, qui devient, on parle d'expérience utilisateur, j'en parlerai juste après, pour pouvoir comprendre tout ça, il y a des technologies comme le design thinking. Mais vous allez à l'université d'Utrecht, qui a plein de MOOC sur le sujet, et c'est comme ça qu'on peut entrer petit à petit là-dedans. Les entreprises les plus avancées en matière de digital créent chez elles des plateformes pour la formation de leurs employés. Et ces plateformes donnent accès à des MOOC universitaires, à des formations qu'elles ont créées en interne, à des formations qui viennent de chez les différents fournisseurs. Et donc tout ça pour faciliter l'apprentissage dans l'entreprise. Pourquoi? Parce que n'allez pas croire que vous allez trouver sur le marché toutes les ressources dont vous aurez besoin. Si vous voulez des ressources, si vous voulez des compétences en interne, vous devez les construire vous-même. Si vous voulez demain être capable de faire de l'intelligence artificielle, eh bien il faut commencer tout de suite à mettre des gens sur des projets d'intelligence artificielle. Ils vont balbutier au début, mais dans 3 ans, ils ont acquis suffisamment de compétences pour vous dire tous les tenants et aboutissants, pour vous aider à mettre tout ça en place. Ne comptez pas sur les autres pour résoudre vos problèmes de compétences. Or, aujourd'hui, je n'ai pas un seul de mes clients qui ne me dit pas « Jean-Marc, comment puis-je faire pour trouver des compétences ?» Et chez vous, c'est encore pire, puisque depuis le mode hybride, maintenant, on vient vous shipper vos compétences depuis l'Europe. On propose à vos excellents développeurs, à vos spécialistes, on leur propose de rester ici, bien au chaud, et de travailler pour n'importe quelle entreprise qui se trouve de l'autre côté de la Méditerranée, par exemple. Et donc, là, il va falloir réagir. Et si vous ne prenez pas ça en main,
eh bien, vous n'arriverez pas à avoir demain les compétences nécessaires pour mettre toutes ces technologies en place. Alors, si ça veut bien bouger, j'ai juste un petit problème là de synchronisation. Si on peut faire avancer le projecteur numéro 1, qui n'a plus avancé. C'est pas grave, je vais continuer à parler. Donc, voilà, tout à fait. Ça, c'est déjà mieux, on est au même slide, c'est parfait. Donc, la technologie suivante, c'est l'expérience totale. Alors, l'expérience totale, qu'est-ce que c'est? C'est la réunification de 4 expériences différentes. Vous avez l'expérience utilisateur, ça c'est ce que j'expérimente, quand je suis, moi, dans une application. Vous avez, après, l'expérience client. C'est ce que vivent vos clients au travers de tous les canaux que vous leur offrez. Vous avez l'expérience des employés, qu'on oublie trop souvent. Et vous avez l'expérience, la multi-expérience, c'est justement comment ça se passe quand j'ai différents canaux. Alors, il y a quelques années, on vous parlait d'omnicanalité ou d'omnichannel. Ça, c'est un rêve technologique, oubliez-le. Se dire que je serai capable de développer une seule application qui va fonctionner convenablement, que ce soit par la voix, par du tactile, par un clavier, par n'importe quoi, et sur n'importe quel type de terminal, de smartphone, d'iPad ou que sais-je, ça c'est un rêve technologique qui n'arrivera jamais. En revanche, améliorer l'expérience totale que vit votre client et vos utilisateurs aussi, c'est important. Les employés, on les oublie trop souvent. Hein, c'est un ancien patron de TCS qui avait écrit un bouquin, l'employé d'abord, le client après. Et on oublie trop souvent ça. Mais équiper vos employés avec les bons outils, c'est ça qui va leur permettre aussi de bien répondre aux clients et donc d'offrir la bonne réponse aux clients. Et donc ces quatre types d'expériences, on a tendance aujourd'hui à les regrouper. Et donc, vous voyez des exemples ici, c'est d'utiliser de l'intelligence artificielle pour créer des clients virtuels, pour pouvoir faire de la formation de vos employés. C'est de l'analytique pour améliorer la navigation à l'intérieur d'une application. C'est de l'intelligence artificielle à nouveau pour vous dire, tiens, ben voilà, la prochaine meilleure action qu'on peut vous proposer, c'est de faire ceci, etc. Et donc, on voit vraiment une tendance à l'unification de ces quatre technologies aujourd'hui pour n'en former plus qu'une seule. Les systèmes autonomiques. Les systèmes autonomiques, qu'est-ce que c'est? Ce sont des systèmes qui vont encore plus loin que les systèmes autonomes. Les systèmes autonomes, ils ont une logique qui est fixe. Le système autonomique est capable de changer sa logique. Alors, évidemment, c'est très prometteur, mais ça peut être aussi extrêmement dangereux. Donc, il y a beaucoup de précautions à prendre avec tout ça. Et vous le voyez, notre prévision de stratégie est un peu curieuse, parce qu'elle est faite un peu à l'envers. C'est de vous dire que d'ici à 2024, 20% des organisations qui vendront des systèmes autonomiques vont dire « ce n'est pas ma responsabilité ». Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas du tout comment le système va pouvoir réagir. Votre tondeuse qui tond votre gazon aujourd'hui de manière autonome, elle n'est pas encore autonomique, elle est automatique, eh bien ça va, elle a une logique, elle ne va jamais sortir. Si demain la logique peut changer, elle pourrait sortir, aller sur la rue, causer un accident, et à ce moment-là, qui est responsable? Le fournisseur ici, d'après nous, certains vont dire non, c'est pas moi. Donc juste ceci pour souligner le fait que il y a des dangers, il y a des questions d'éthique. Derrière ces technologies, il faut les manipuler avec beaucoup d'attention. Et puis, on va terminer par l'intelligence artificielle générative. Jusqu'à présent, l'intelligence artificielle a surtout servi à tirer des conclusions, à faire des analyses. Demain, l'intelligence artificielle va créer. Que va-t-elle créer? Elle va créer, voilà, des images. Ceci n'est pas une personne. Ceci est une image qui a été créée, et ça ne représente absolument pas une personne réelle. Si, ça représente, mais ça ne correspond pas à une personne réelle. Vous avez maintenant de la création de code qui se fait automatiquement. Ça, c'est GitHub avec Microsoft qui a développé tout ça, hein, où le code est généré automatiquement. Il ne reste plus qu'un développeur à valider un peu tout ce qui est fait. Et après, on se passera probablement encore du développeur. Ou on voit ça aussi dans la recherche pharmaceuticale, aujourd'hui qui se fait beaucoup
en allant dans la nature pour essayer de trouver de nouvelles plantes. Vous avez des chercheurs qui se baladent au-dessus de la canopée, au-dessus de la forêt vierge, par exemple, parce que là-bas, il y a de nouveaux micro-organismes qu'on peut découvrir, de nouvelles espèces, de nouvelles plantes, de nouvelles espèces animales, et qu'on espère toujours de trouver de nouvelles molécules dans le vivant. Avec ces intelligences artificielles génératives, on pourra imaginer automatiquement de nouvelles molécules et voir si ça peut avoir un impact sur la santé. Et donc, comment ça fonctionne tout ça? Eh bien, prenons un exemple assez simple de la voiture autonome. La voiture autonome, bien sûr, comment lui apprend-on l'autonomie? À base de toutes les caméras qui sont un peu partout et qui prennent des photos. Le problème, c'est que ces caméras, elles ne sont pas très précises. Les caméras qu'on a dans nos rues, dans nos villes. Et vous voyez, comme c'est représenté sous l'image ici, la caméra, avec sa faible définition, l'intelligence artificielle est capable de déceler après 4 voitures. Vous-même, vous pouvez dire, oh, il y en a encore 4 ou 5 devant. De même, toutes ces données du réel ne représentent pas tous les cas. On ne va pas s'amuser à faire traverser un piéton devant une caméra pour voir comment réagissent les différents automobilistes. Tout ça pour le plaisir d'apprendre à un véhicule autonome à rouler. Non. Avec l'intelligence générative, ici, avec les données synthétiques, eh bien, je vais pouvoir créer toute une série de situations. Donc, comment ça marche? Eh bien, je prends des données réelles. Sur base de ces données réelles, je fais tourner une première intelligence artificielle qui mesure toute la variabilité dans mes données. Et à partir de ces éléments de variabilité de données, elle est capable de me recréer des jeux de données, mais à l'infini. Il y a une compagnie financière au Royaume-Uni qui s'est créé 6 millions de clients. Il y a beaucoup plus que 6 ans. Mais après, en ayant tous ces clients synthétiques, on peut faire retourner d'autres intelligences artificielles pour analyser le comportement de ces clients synthétiques ou pour analyser le comportement des voitures synthétiques ici. Et donc, on peut créer des situations qui sont extrêmement rares aussi dans la vie réelle, des cas de fraude, par exemple, ou des cas d'accident. On peut les resimuler ici beaucoup plus facilement et surtout sans danger. Et aussi, ça permet de résoudre les questions de confidentialité de données. Et donc, on estime que dans le futur, d'ici à 2030, les 2/3 des données qui seront utilisées par les systèmes d'intelligence artificielle seront des données synthétiques. Bien sûr, on aura toujours besoin de données réelles pour recalibrer nos modèles, c'est évident. Voilà, j'en ai fini avec la présentation de ces 12 tendances technologiques. Maintenant, vous allez me dire, mais bon, qu'est-ce que j'en fais? À quoi ça me sert? Qu'est-ce que j'en fais? Eh bien, la manière dont il faut utiliser ça, c'est la suivante. C'est de les regarder et de vous dire, dans votre cas, quelles sont les tendances qui vont avoir un impact pour vous? On a parlé d'impact ce matin, c'est le vœu d'Hicham que l'OSIM ait de l'impact. Eh bien, là aussi, regardez, parmi ces 12 technologies, il ne faut bien sûr surtout pas les mettre en place chez vous directement, il ne faut pas faire ça en rentrant lundi prochain. Non, il faut regarder ce qui potentiellement, dans votre contexte à vous, peut être utilisé et peut avoir un impact dans votre entreprise. Et c'est là, il faut les creuser, il faut commencer à les regarder directement. Alors vous allez me dire, et après? Parce que, ok, ça va m'occuper pendant 5 ans, cette technologie-là, mais qu'est-ce que je vais faire après? Moi, j'ai encore des années à vivre par après. Eh bien, par après, rassurez-vous, il y a encore plein de choses qui arrivent, qui sont beaucoup plus lointaines. Je vais juste en citer 3 pour terminer. La première, c'est tout ce qui est l'ADN, le stockage à base d'ADN. Le stockage à base d'ADN, la promesse, c'est que l'on va pouvoir stocker énormément de données dans des volumes extrêmement petits. On estime qu'aujourd'hui, toutes les données du monde tiendraient dans une bouteille de coca. Bon, une grande bouteille, hein, pas juste la canette, mais tout de même. Pour vous donner un peu une idée de la miniaturisation. Donc, cette miniaturisation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous mes disques, tout ça, ça va changer. Ça veut dire aussi que l'ADN a une durée de vie qui est de plusieurs siècles. Donc, ça veut dire que je vais pouvoir me passer de tout ce qui est changement de sauvegarde et évolution de mes sauvegardes d'un support à un autre pour toujours être sûr que je peux relire mes anciennes sauvegardes. Tout ça sont des choses qui disparaissent avec ce stockage à base ADN. On a l'informatique quantique qui arrive. L'informatique quantique, on voit déjà que Google et la NASA ont réussi à faire un ordinateur quantique qui
à une puissance qui est 100 millions de fois supérieure à ce qu'on fait d'habitude aujourd'hui avec de l'informatique normale. Ça veut dire que demain, on va pouvoir résoudre des problèmes qu'on ne peut pas résoudre aujourd'hui. Notamment la batterie, par exemple. La batterie, on connaît très mal les phénomènes d'électrolyse parce qu'on n'a pas la puissance de calcul suffisante aujourd'hui pour les étudier. C'est un phénomène qui va pouvoir être utilisé. Le ciment